Je me souviens encore du poids glacial dans ma poitrine quand ma belle-mère a fait irruption dans mon salon, sa voix tranchant l'air comme un couteau. Sans la moindre hésitation, elle a déclaré que je devais quitter ma propre maison pour que ma demi-sœur, Amélie, et ses 4 enfants turbulents puissent s'y installer sans débourser un centime. Je l'ai regardée, abasourdie, essayant de comprendre l'absurdité de ces paroles. C'était un mardi matin de novembre, la pluie battait contre les fenêtres de ma maison à Lyon. Je venais de préparer mon café, prête à commencer ma journée de travail à distance, quand Béatrice est entrée sans frapper. Elle portait son éternel tailleur gris, ses cheveux teints impeccablement coiffés, et ce parfum entêtant qui avait toujours le don de me donner la migraine. « Marion, il faut qu'on parle » avait-elle annoncé en s'installant dans mon canapé sans y être invitée. Son ton ne présageait rien de bon. Depuis la mort de mon père 3 ans plus tôt, nos relations s'étaient considérablement refroidies. Elle ne prenait plus la peine de masquer son mépris derrière de faux sourires. Amélie vient de se séparer de Michel, continua-t-elle en examinant ses ongles parfaitement manucurés. Elle a besoin d'un endroit où vivre avec les enfants. Cette maison est beaucoup trop grande pour toi seule. J'ai posé ma tasse de café, sentant une boule se former dans ma gorge. Cette maison est à moi, Béatrice. Papa me l'a léguée. Elle a balayé mon argument d'un geste de la main. Ne sois pas égoïste. Ta sœur a 4 enfants. Tu n'en as même pas un seul. Tu peux facilement te trouver un appartement en ville. Demi-sœur, ai-je corrigé automatiquement, regrettant aussitôt d'avoir laissé ces mots m'échapper. Elle n'a pas attendu ma réponse. Arpentant la pièce comme si elle en était la propriétaire, elle a énuméré toutes les raisons pour lesquelles Amélie méritait plus que moi de vivre ici. Et tu es jeune, tu peux trouver un autre endroit. Amélie a besoin d'espace pour sa famille, a-t-elle lancé sèchement. Mon estomac s'est noué tandis que je serrais les poings, sentant l'injustice me brûler sous la peau. J'observais cette femme qui avait partagé la vie de mon père pendant 10 ans. Jamais elle ne m'avait considérée comme sa fille. J'étais simplement un obstacle, un désagrément dont elle avait dû s'accommoder pour épouser mon père. Maintenant qu'il n'était plus là, elle ne voyait aucune raison de maintenir cette façade. Les enfants pourront aller à l'école du quartier, poursuivait-elle, comme si tout était déjà décidé. C'est une bonne école. Bien meilleure que celle où ils sont actuellement. Et le jardin sera parfait pour qu'ils puissent jouer. Le jardin que mon père et moi avions aménagé ensemble, où chaque plante avait une histoire, où chaque recoin abritait un souvenir. L'idée de voir les enfants d'Amélie piétiner mes rosiers ou arracher les plants de tomates que je cultivais avec tant de soin me donnait la nausée. Béatrice, ai-je dit fermement en me levant, cette maison est tout ce qu'il me reste de papa. C'est mon foyer. Je ne partirai pas. Son visage s'est durci. Tu as toujours été une enfant difficile. Ton père t'a trop gâté. Il est temps que tu apprennes à faire des sacrifices pour ta famille. Ma famille ? Le mot semblait presque comique dans sa bouche. Amélie et toi n'avez jamais été ma famille. Vous avez à peine assisté à l'enterrement de papa. Et maintenant, vous voulez sa maison ? Notre maison, a-t-elle corrigé, son regard se durcissant. J'ai vécu ici aussi, je te rappelle. Que tu as quitté 2 semaines après la lecture du testament, ai-je rappelé amèrement. Quand tu as découvert que papa avait tout laissé à son unique fille biologique. Elle a pincé les lèvres, visiblement contrariée que je mentionne ce détail. Les circonstances ont changé. Amélie traverse une période difficile. Et c'est à moi de résoudre ses problèmes ? Je suis désolée pour elle, vraiment. Mais cette maison est à moi. D'un ton ferme, j'ai refusé. Cette maison était la seule chose qu'il me restait après le décès de mon père. C'était mon sanctuaire, mon dernier lien avec lui. Entendre ma belle-mère en parler comme si c'était à elle de la donner me faisait me sentir invisible, comme si mon existence n'avait aucune importance. En regardant par la fenêtre, je pouvais voir le vieux cerisier que mon père avait planté l'année de ma naissance. Chaque printemps, il se couvrait de fleurs délicates qui parfumaient toute la cour. Comment pouvais-je abandonner tout ça ? Comment pouvais-je tourner le dos à tous ces souvenirs, à toutes ces années passées entre ces murs avec mon père ? Tu as jusqu'à la fin de la semaine pour faire tes valises, déclara Béatrice en se dirigeant vers la porte. Amélie passera dimanche avec les enfants pour s'installer. La porte claqua derrière elle,
me laissant seule avec ma colère et mon incompréhension. Qui était-elle pour me dicter ma conduite? Pour m'ordonner de quitter ma propre maison? Le testament était clair, cette maison m'appartenait. Elle n'avait aucun droit légal dessus. Mais Béatrice avait toujours eu ce don pour manipuler les situations, pour faire croire aux autres qu'ils n'avaient pas le choix. Mon refus a déclenché une tempête. Le visage de ma belle-mère s'est tordu de rage, sa voix montant jusqu'à devenir un cri perçant. « Comment oses-tu désobéir à mes ordres, petite ingrate » a-t-elle hurlé, tapant du pied sur le parquet ciré comme une enfant furieuse. Ma demi-sœur se tenait derrière elle, les bras croisés, souriant comme si elle avait déjà gagné. J'ai attendu que Béatrice sorte pour m'effondrer sur le canapé, les mains tremblantes. Mais à peine avais-je repris mon souffle que la porte s'est à nouveau ouverte avec fracas. Cette fois, c'était Amélie qui entrait, suivie de près par sa mère. Amélie avait toujours été le portrait craché de Béatrice, tant physiquement que dans sa façon d'être. Grande, blonde, avec ce même regard calculateur. Nous avions le même âge 30 ans mais nos vies avaient pris des chemins radicalement différents. Tandis que je construisais patiemment ma carrière d'illustratrice, elle avait enchaîné les relations tumultueuses et les emplois précaires. Alors comme ça, tu refuses de nous aider, lança-t-elle en jetant son sac sur mon fauteuil préféré. Ce n'est pas une question d'aide, Amélie. C'est ma maison. Ta maison, répéta-t-elle avec un ricanement. Comme si tu l'avais mérité. Tu as juste eu la chance d'être née la première. Ces mots me blessèrent plus que je ne voulais l'admettre. C'était un argument qu'elle avait souvent utilisé durant notre adolescence, comme si j'étais responsable du fait que mon père m'avait tué avant de rencontrer sa mère. Je ne vais pas m'excuser d'être la fille de mon père, répondis-je calmement, essayant de garder mon sang-froid. Tu crois que c'est ce qu'il aurait voulu, intervint Béatrice. Que tu laisses ta sœur et ses enfants sans toi? Papa m'a légué cette maison en toute connaissance de cause. Et Amélie n'est pas sans toi. Elle peut retourner vivre chez toi, comme elle l'a toujours fait quand ses relations se terminaient mal. Le visage d'Amélie s'empourpra. Tu ne comprends rien. L'appartement de maman est trop petit pour nous 5. Alors cherchez autre chose. Je peux même vous aider financièrement si on ne veut pas de ton argent, hurla Béatrice. On veut cette maison. Elle est beaucoup trop grande pour toi toute seule. C'est du gâchis. Je me levai, sentant la colère monter en moi. Ce n'est pas à toi d'en juger. Cette maison est à moi, point final. Les prochains mots de ma belle-mère me coupèrent plus profondément qu'une gifle. Tu n'es même pas ma fille. Tu n'as aucun droit sur cette maison. Sors d'ici. La pièce semblait tourner autour de moi. Je luttais contre les larmes, ma poitrine se soulevant sous l'effet d'un mélange de tristesse et de fureur. Comment en étions-nous arrivés là? Comment pouvait-elle me rejeter si facilement, comme si je ne signifiais rien? Je ne suis peut-être pas ta fille, répondis-je d'une voix étranglée, mais j'étais la fille de papa. Et cette maison est à moi. Ton père n'aurait jamais dû tout te laisser, cracha Amélie. Il n'a pas pensé à nous, comme d'habitude. Il n'a pensé qu'à sa précieuse Marion. Entendre Amélie parler ainsi de mon père me fit l'effet d'un coup de poignard. Pendant des années, j'avais essayé de maintenir une relation cordiale avec ma demi-sœur et ma belle-mère, par respect pour lui. J'avais subi leurs remarques mesquines, leur petite cruauté quotidienne, toujours dans l'espoir qu'un jour, nous pourrions former une vraie famille. Mais à cet instant, je compris que c'était un rêve impossible. Papa vous a toujours traité correctement, dis-je fermement. Il a payé tes études, Amélie. Il a financé ton mariage. Il a même acheté ta première voiture. Et alors? C'était la moindre des choses, rétorqua-t-elle. Je secouai la tête, sidéré par tant d'ingratitude. Je ne vais pas me disputer avec vous. Cette maison est légalement la mienne, et je n'ai pas l'intention de partir. Si vous avez des problèmes financiers, nous pouvons en discuter calmement et trouver une solution ensemble. Béatrice éclata d'un rire amer. Toujours aussi condescendante. Tu te crois meilleure que nous parce que tu as un travail stable? Parce que tu n'as pas divorcé? Tu n'as même pas de vie, Marion. Tu passes tes journées enfermée ici à dessiner des images pour des livres que personne ne lit. Je sentis mes joues s'empourprer sous l'insulte.
Mes illustrations pour livres d'enfants commençaient tout juste à être reconnues dans le milieu. J'avais travaillé dur pour en arriver là, et son mépris me blessait profondément. Je crois que vous devriez partir maintenant, dis-je en me dirigeant vers la porte d'entrée. Mais Amélie se planta devant moi, me bloquant le passage. Pas avant que tu acceptes de nous donner la maison. Ce n'est pas négociable, Amélie. Je suis désolée pour ta situation, mais je ne peux pas abandonner ma maison. Tu le regretteras, murmura-t-elle, son visage à quelques centimètres du mien. On obtiendra cette maison, d'une manière ou d'une autre. La menace à peine voilée dans sa voix me fit frissonner. Je connaissais suffisamment ma demi-sœur pour savoir qu'elle ne plaisantait pas. « Est-ce que tu me menaces ?» demandai-je, incrédule. « Prends-le comme tu veux », répondit-elle avec un sourire froid. « Mais pense à tes options. Tu es seule. Nous sommes deux. Et les voisins adorent les enfants. Ils seraient ravis de les voir jouer dans le jardin. » Je ne répondis pas. Je ne criai pas en retour. Je ne pleurai pas. Au lieu de cela, je me détournai d'elle, mon cœur battant avec un type d'énergie différent, la résolution. J'avais besoin d'aide. Je n'allais pas les laisser voler ce qui m'appartenait légitimement. Après leur départ, je restai longtemps immobile dans l'entrée, essayant de calmer les battements frénétiques de mon cœur. La maison, d'habitude si accueillante, semblait soudain hostile, comme si les menaces de ma belle famille en avaient empoisonné l'atmosphère. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentis vulnérable sous mon propre toit. Je passai la soirée à verrouiller soigneusement portes et fenêtres, inquiète de ce que Béatrice et Amélie pourraient tenter. Leur détermination m'avait effrayée. Il était clair qu'elles ne reculeraient devant rien pour obtenir ce qu'elles voulaient. Seule dans ma chambre, je fis défiler mes contacts d'une main tremblante, cherchant le numéro de l'agence immobilière qui avait aidé mon père des années auparavant. J'expliquai la situation à l'agent, ma voix vacillante mais claire. Ils écoutèrent attentivement, puis m'assurèrent qu'ils viendraient inspecter la propriété immédiatement. Je me souvenais vaguement de Monsieur Leroy, l'agent qui avait accompagné mon père lors de l'achat de cette maison il y a presque 20 ans. C'était un homme d'une soixantaine d'années avec une moustache soignée et des lunettes à monture épaisse. J'espérais qu'il travaillait toujours pour l'agence immobilier du Rhône. Après plusieurs tentatives, je parvins enfin à joindre l'agence. Une voix féminine me répondit. « Bonjour, immobilier du Rhône, Élodie à votre écoute. »« Bonjour, commençai-je, la gorge nouée. Je m'appelle Marion Dupont. Mon père, François Dupont, a acheté une maison par votre intermédiaire il y a une vingtaine d'années à Caluire-et-Cuire. Je me demandais si Monsieur Leroy travaillait toujours chez vous. » Il y eut un bref silence à l'autre bout de la ligne. « Monsieur Leroy a pris sa retraite l'année dernière », m'informa Élodie. « Mais nous avons toujours les dossiers de vos transactions. En quoi puis-je vous aider ?» Je pris une profonde inspiration et me lançai dans l'explication de ma situation. Les menaces de ma belle-mère, les intentions de ma demi-sœur, leur détermination à me faire quitter ma propre maison. « J'ai hérité légalement de cette maison », conclus-je. Mais j'ai peur qu'elle n'essaie je ne sais pas, de s'y introduire en mon absence ou de prétendre que j'ai accepté de la leur donner. Je comprends votre inquiétude, Madame Dupont, me rassura Élodie. Laissez-moi consulter votre dossier. J'entendis le cliquetis d'un clavier. Effectivement, nous avons tous les documents relatifs à cette propriété. Votre père a fait l'acquisition de ce bien en 2005, et d'après nos informations, il vous a été légué en 2021 ? C'est exact, confirmai-je, soulagé qu'ils aient gardé une trace de tout cela. Dans ce cas, vous êtes bien la propriétaire légale. Personne ne peut vous forcer à quitter votre domicile ou à le céder. Mais pour être tout à fait tranquille, j'aimerais que notre juriste immobilier examine votre situation. Seriez-vous disponible pour un rendez-vous demain matin ? Oui, bien sûr, acceptai-je, sentant un poids se lever de mes épaules. Lorsque je raccrochai, un sentiment de calme m'envahit. Pour la première fois depuis la confrontation, j'avais l'impression d'avoir repris un peu de contrôle. Je restai enfermé dans ma chambre, refusant de répondre aux coups furieux que ma belle-mère et ma demi-sœur donnaient à ma porte. Le lendemain matin, je me rendis à l'agence immobilière située dans le 6e arrondissement de Lyon. Les locaux étaient lumineux et modernes, bien différents de ceux dont je me souvenais.
Une jeune femme aux cheveux courts et au sourire chaleureux vint m'accueillir. Madame Dupont? Je suis Élodie, nous nous sommes parlé hier au téléphone. Venez, maître Bertrand vous attend. Elle me conduisit dans un bureau où un homme d'une 50aine d'années se leva pour me serrer la main. Son costume sombre et son air sérieux m'intimidèrent un peu, mais son sourire était bienveillant. Bonjour, Madame Dupont. Élodie m'a expliqué votre situation. J'aimerais que nous revoyions ensemble tous les documents relatifs à votre propriété. Pendant près d'une heure, nous examinâmes le testament de mon père, l'acte de propriété, les documents de succession. Tout était parfaitement en ordre. Il n'y a aucun doute possible, conclut maître Bertrand. Vous êtes l'unique propriétaire de cette maison. Votre belle-mère et votre demi-sœur n'ont absolument aucun droit dessus. Si elles tentent de s'y introduire sans votre consentement, c'est une violation de domicile, punissable par la loi. Je sentis un immense soulagement m'envahir. Mais comment puis-je les empêcher d'insister? Elles sont très persuasives, et parfois, intimidantes. Maître Bertrand fronça les sourcils. Ont-elles proféré des menaces directes? Je repensai aux paroles d'Amélie. Pas explicitement, mais ma demi-sœur a dit qu'elles obtiendraient la maison d'une manière ou d'une autre. Et elles insistent pour venir dimanche avec les enfants pour s'installer, point. Dans ce cas, je vous conseille de prendre des mesures préventives. Tout d'abord, changez les serrures. Ensuite, rédigez une lettre formelle leur interdisant l'accès à votre domicile sans invitation explicite de votre part. Je peux vous aider à la rédiger si vous le souhaitez. J'acceptai son offre avec gratitude. Pendant qu'il préparait la lettre, Élodie me proposa une tasse de thé. Ne vous inquiétez pas, me dit-elle gentiment. Ce genre de conflit familial est plus courant qu'on ne le pense. Mais légalement, vous êtes dans votre droit. Personne ne peut vous expulser de votre propre maison. Je passai la nuit à rassembler tous mes documents importants, le testament de mon père, les preuves de propriété, tout ce dont j'aurais besoin pour me défendre. La maison était plus que de simples briques et des murs, elle était remplie de souvenirs d'amour, de rire et de famille avant que tout ne s'effondre. De retour chez moi, je contactai immédiatement un serrurier qui accepta de venir dans l'après-midi pour changer toutes les serrures. Cela me coûterait un peu cher, mais la tranquillité d'esprit valait largement cet investissement. Pendant que j'attendais le serrurier, je décidai de faire le tour de la maison pour vérifier que tout était en ordre. C'est alors que je remarquai quelque chose d'étrange. La porte de la cuisine qui donnait sur le jardin était entr'ouverte, alors que j'étais certaine de l'avoir fermée avant de partir. Avec précaution, je m'approchai et poussai doucement la porte. Ce que je découvris me glaça le sang, les enfants d'Amélie étaient en train de jouer dans mon jardin, piétinant allègrement mes plates-bandes de fleurs. Et assise sur ma terrasse, comme si elle était chez elle, se trouvait Amélie, sirotant tranquillement un café. « Qu'est-ce que tu fais là » m'exclamai-je, stupéfaite. Elle leva les yeux vers moi, nullement surprise. « Là, te voilà. J'ai apporté les enfants pour qu'ils se familiarisent avec leur nouveau jardin. » Ce n'est pas leur jardin, Amélie. C'est le mien. Et vous n'avez pas le droit d'entrer ici sans mon autorisation. Oh, ne sois pas si dramatique, répliqua-t-elle avec un geste désinvolte. Maman a encore la clé que papa lui avait donnée. Nous sommes de la famille, après tout. Mon cœur se mit à battre plus fort sous l'effet de la colère et de l'indignation. Sortez d'ici immédiatement, ou j'appelle la police. Amélie se leva lentement, un sourire narquois aux lèvres. La police? Tu ferais arrêter ta propre sœur? Quel genre de personne ferait ça? Le genre de personne qui défend ce qui lui appartient, répondis-je fermement. Tu as 5 minutes pour rassembler tes enfants et partir. Et rends-moi cette clé. Elle fit mine de chercher dans sa poche. Oh, je suis désolée, je ne l'ai pas sur moi. Maman l'a gardée. À cet instant, la sonnette retentit. Le serrurier était arrivé, et jamais sa présence ne m'avait paru aussi providentielle. Parfait, dis-je en me tournant vers Amélie. Tu n'auras plus besoin de cette clé de toute façon. Je fais changer toutes les serrures. Son visage se décomposa. Tu n'as pas le droit? Bien sûr que si. C'est ma maison.
Tandis que le serrurier commençait son travail à la porte d'entrée, je surveillais Amélie qui rassemblait ses enfants à contre-cœur. Ils protestèrent, ne comprenant pas pourquoi ils devaient partir si soudainement, mais elle les poussa sans ménagement vers la sortie. Avant de franchir le portail, elle se retourna vers moi. « Ce n'est pas terminé, Marion. » « Loin de là. » Je ne répondis pas, me contentant de refermer le portail derrière eux et de tourner la clé dans la serrure. Une fois seule, je m'adossai contre la porte, le cœur battant. Cette intrusion ne faisait que confirmer mes craintes, Béatrice et Amélie ne reculeraient devant rien pour s'approprier ma maison. Le lendemain matin, les agents immobiliers arrivèrent. 2 personnes vêtues de tailleurs impeccables, munies de tablettes et d'appareils photo, franchirent le seuil de mon chaos. Maître Bertrand était accompagné d'une inspectrice technique, Madame Rousseau, une femme d'une 50aine d'années au regard expert qui ne semblait rien manquer. Je les accueillis avec soulagement, mais à peine avais-je refermé la porte d'entrée qu'une voiture se gara bruyamment devant chez moi. Béatrice en descendit, suivie par Amélie. Leurs visages se décomposèrent quand elles aperçurent les 2 professionnels. « Qui sont ces gens ?» exigea de savoir Béatrice en tentant de s'interposer. « Je suis Maître Bertrand, notaire et conseiller juridique pour l'agence immobilier du Rhône, » se présenta-t-il calmement. « Et voici Madame Rousseau, notre experte technique. Nous sommes ici à la demande de la propriétaire, Madame Marion Dupont. » « Propriétaire temporaire, » corrigea Béatrice avec un sourire forcé. « Nous discutons justement d'un arrangement familial concernant cette maison. » « Il n'y a aucun arrangement, » précisai-je fermement. « Et j'aimerais poursuivre cette inspection sans interruption. » Ma belle-mère tenta d'intercepter les agents, essayant de bloquer leur vue, mais les professionnels la contournèrent poliment. « C'est une affaire privée, » insista Béatrice. « Vous n'avez pas le droit d'entrer. » « Au contraire, » répondit Maître Bertrand en sortant un document de sa mallette. « En tant que représentants légaux de Madame Dupont, nous avons tout à fait le droit d'inspecter sa propriété. À moins que vous ne souhaitiez qu'on fasse appel aux forces de l'ordre pour faciliter notre travail ?» Cette mention de la police sembla calmer momentanément Béatrice, qui recula à contre-cœur. Elle et Amélie nous suivirent néanmoins dans la maison, commentant chaque pièce avec un mépris à peine dissimulé. Les agents firent le tour de la maison méthodiquement. Leurs visages passèrent de la neutralité professionnelle à une surprise visible en observant l'état des lieux. Des jouets, des détritus et des meubles abîmés encombraient les zones que la famille de ma demi-sœur avait déjà envahies, bien qu'ils ne s'y soient pas officiellement installés. Dans le salon, Madame Rousseau nota sur sa tablette les traces de boue sur le tapis persan que mon père avait rapporté d'un voyage à Marrakech. Dans la cuisine, elle photographia les taches de jus renversées sur le plan de travail en marbre et les empreintes de doigts sales sur les portes des placards. « Ces dégâts sont récents, » commenta-t-elle en examinant une éraflure profonde sur le parquet en chêne. « À quand remonte-t-il ?»« Là hier, » répondis-je. « Ma demi-sœur est entrée avec ses enfants pendant mon absence. »« Avec votre permission ?» demanda Maître Bertrand, bien qu'il connût déjà la réponse. « Absolument pas. Ils ont utilisé une ancienne clé que ma belle-mère avait gardée. » Il nota l'information avec un froncement de sourcils. « Ce sont des enfants, » intervint Amélie, qui nous suivait comme une ombre. « Ils jouent, c'est normal qu'ils fassent un peu de bruit et de désordre. » Un peu de désordre est effectivement normal, acquiesça Madame Rousseau avec un sourire poli mais froid. Des dommages à la propriété, en revanche, c'est autre chose. Quand nous atteignîmes l'arrière de la maison, ils découvrirent les dégâts que les enfants d'Amélie avaient déjà causés lors de leur visite, des rayures sur les parquets en bois, des taches sur les murs, une fenêtre brisée dissimulée derrière un rideau. Dans le jardin, mes plates-bandes étaient piétinées, mes rosiers arrachés. Le petit potager que j'entretenais avec tant de soin n'était plus qu'un champ de bataille boueux. Les agents échangèrent un regard. Je sentis une satisfaction sinistre se nouer dans ma poitrine. « C'est inadmissible, » murmura Madame Rousseau en photographiant méticuleusement chaque dégât. « Ces dommages représentent plusieurs milliers d'euros de réparation. »« Vous exagérez, » protesta Béatrice. « Ce sont des broutilles qui peuvent être réparées en un rien de temps. »« Vraiment ?» répondit l'inspectrice en se tournant vers elle. « Le parquet en chêne massif du salon devra être entièrement poncé et reverni. La fenêtre cassée de la véranda doit être remplacée. Quant au jardin,
Elle secoua la tête. Certains de ces rosiers sont des variétés anciennes qui ne se trouvent plus facilement sur le marché. Je regardai ma belle-mère et ma demi-sœur avec une colère froide. Vous avez laissé vos enfants détruire ma maison, Amélie. La maison où j'ai grandi, où papa et moi avons vécu. Ne sois pas si mélodramatique, railla-t-elle. Ce ne sont que des objets. Des murs. Des plantes. Ça se remplace. Pas les souvenirs qui y sont attachés, répliquai-je doucement. Tandis que maître Bertrand consultait ses notes, je remarquai madame Rousseau qui examinait avec attention le plafond du salon. Il y a une infiltration d'eau ici, dit-elle en pointant une légère décoloration sur la peinture. C'est récent, mais ça pourrait devenir problématique. Avez-vous remarqué des fuites à l'étage? Je secouai la tête, surprise. Non, je n'ai rien remarqué. Permettez-moi de vérifier la salle de bain au-dessus. Nous montâmes tous à l'étage. La salle de bain principale était impeccable, comme je l'avais laissée le matin même. Mais quand madame Rousseau ouvrit le placard sous le lavabo, elle découvrit que la canalisation avait été légèrement dévissée, créant une fuite lente mais constante. Ceci n'est pas accidentel, déclara-t-elle en resserrant le raccord. Quelqu'un a délibérément desserré ce tuyau. Tous les regards se tournèrent vers Amélie, qui évita soigneusement de croiser nos yeux. Je n'y connais rien en plomberie, se défendit-elle mollement. Vraiment, demanda maître Bertrand. Pourtant, lors de ma conversation téléphonique avec madame Dupont hier, elle m'a mentionné que votre ex-mari était plombier de profession. Le visage d'Amélie s'empourpra. Michel n'a pas mis les pieds dans cette maison depuis des mois. Je n'ai jamais prétendu le contraire, répondit calmement le notaire. L'inspection se poursuivit, révélant d'autres accidents similaires, un radiateur dont la vanne avait été partiellement fermée, risquant de le faire geler et éclater au premier froid, une prise électrique dont les fils avaient été légèrement dénudés, créant un risque d'incendie. Des joints de fenêtres détériorés qui auraient laissé entrer l'humidité aux premières pluies. À chaque nouvelle découverte, le visage de Béatrice et d'Amélie se décomposait un peu plus. Ce qui avait commencé comme une tentative d'intimidation se transformait en une documentation méthodique de leurs actes de sabotage. Ces dégradations volontaires constituent des infractions pénales, déclara finalement maître Bertrand quand nous fûmes revenus au salon. Violation de domicile, dégradation de biens privés, mise en danger d'autrui pour certaines manipulations électriques et de gaz. Vous n'avez aucune preuve que nous sommes responsables, intervint Béatrice, mais sa voix avait perdu de son assurance. Les caméras de sécurité des voisins pourraient nous éclairer, suggéra madame Rousseau avec un sourire énigmatique. J'ai remarqué que la maison d'en face est équipée d'un système assez sophistiqué qui couvre partiellement votre allée, madame Dupont. Je n'avais aucune idée si c'était vrai, mais le bluff fonctionna parfaitement. Le visage d'Amélie devint livide. L'un des agents me prit discrètement à part. Il me demanda des précisions sur le statut juridique de la maison. Quand je lui montrai les documents, le testament, les actes, tous les documents d'héritage, ses sourcils se haussèrent. Vous êtes l'unique propriétaire, confirma-t-il, assez fort pour que tout le monde l'entende. Ma belle-mère pâlit. Le visage de ma demi-sœur se décomposa, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. Pendant un long moment, personne ne parla. L'agent poursuivit, expliquant que non seulement j'étais la propriétaire légitime, mais que toute tentative de me contraindre à quitter mon domicile pourrait entraîner des poursuites judiciaires. Maître Bertrand prit une chaise et s'installa face à nous trois, posant délibérément sa serviette en cuir sur la table basse. Le calme dont il faisait preuve contrastait violemment avec la tension qui habitait la pièce. « Permettez-moi de clarifier certains points », commença-t-il en sortant plusieurs documents. Cette maison située au 27 rue des Cerisiers à Caluire-et-Cuire appartient exclusivement à madame Marion Dupont, suite au testament de monsieur François Dupont, enregistré chez Maître Lenoir le 17 mars 2021. Il posa le premier document sur la table, orienté vers Béatrice et Amélie. Ce testament est parfaitement légal et n'a jamais été contesté dans le délai prescrit par la loi, qui est de 5 mois après l'ouverture de la succession. Un autre document rejoignit le premier. Par ailleurs, l'usufruit viager que monsieur Dupont avait accordé à son épouse, madame Béatrice Dupont, a pris fin lorsque celle-ci a volontairement quitté le domicile conjugal 2 semaines après le décès de son mari, comme en témoigne cette lettre signée de sa main. Béatrice sursauta.
Cette lettre était privée. Comment osez-vous? Cette lettre fait partie du dossier successoral, l'interrompit calmement maître Bertrand. Vous y déclarez expressément renoncer à votre droit d'habitation dans cette maison en échange d'une compensation financière de 200 000 €, somme qui vous a été versée par madame Marion Dupont, comme l'atteste ce reçu bancaire. Un troisième document apparut sur la table. J'ai signé ça sous la contrainte, protesta faiblement Béatrice. J'étais en deuil, je ne savais pas ce que je faisais. Intéressant, répondit maître Bertrand en sortant son téléphone. Pourtant, vous sembliez avoir les idées parfaitement claires lorsque vous avez publié ceci sur les réseaux sociaux le lendemain de la transaction. Il nous montra une publication Facebook datée du 12 avril 2021, une photo de Béatrice tout sourire devant une agence de voyage, avec pour légende « Enfin libre ». Direction les Seychelles pour 6 mois de repos bien mérités. Hashtag nouvelle vie, hashtag indépendance. Amélie fixa sa mère avec incrédulité. Tu m'avais dit que tu étais partie en convalescence chez tante Margot. Un silence pesant tomba sur la pièce. Soudain, toute la bravade s'était évaporée de l'attitude de Béatrice. Elle regardait fixement ses mains, évitant délibérément les yeux de sa fille. Maman, insista Amélie. De quoi parle-t-il? Béatrice soupira profondément. Ce n'était pas le moment de t'embêter avec ça. Tu venais d'avoir ton 3e enfant, Michel avait perdu son emploi. Tu as reçu 200 000 € et tu ne m'as rien dit? La voix d'Amélie montait dangereusement. Alors que nous vivions dans un 2 pièces avec 3 enfants? J'avais besoin de cet argent, se défendit mollement Béatrice. Pour ma retraite. Ta retraite? Amélie semblait sur le point d'exploser. Et les études des enfants? Et la compte pour une maison que nous essayons d'économiser depuis des années? Je regardais cet échange avec un détachement étrange, comme si j'assistais à une pièce de théâtre. Toutes ces années, j'avais cru que Béatrice était partie parce qu'elle ne supportait pas de vivre dans cette maison sans mon père. J'avais même ressenti de la compassion pour elle. Quelle naïve j'avais été. Dois-je comprendre, intervint doucement madame Rousseau, que vous avez tenté de faire expulser votre belle-fille de sa maison pour y installer votre fille et vos petits-enfants, alors même que vous aviez reçu une somme substantielle spécifiquement pour vous reloger? Béatrice ne répondit pas, mais son silence était éloquent. Et cette somme, poursuivit l'inspectrice en consultant ses notes, représentait approximativement un tiers de la valeur totale de l'héritage, le reste étant constitué par cette maison estimée à environ 400 000 €. Je tressaillis. Je n'avais jamais vraiment réfléchi à la valeur de la maison. Pour moi, elle était inestimable, non pas pour son prix sur le marché immobilier, mais pour les souvenirs qu'elle contenait. Et la pension? Demanda soudain Amélie. Quelle pension? Répondit Béatrice, visiblement mal à l'aise. La pension que François avait prévu de te verser. Tu m'as dit qu'elle s'était arrêtée à sa mort et que c'est pour ça que nous avions des problèmes d'argent. Maître Bertrand consulta ses documents. Monsieur Dupont avait effectivement mis en place une rente viagère au bénéfice de son épouse. Cette rente a été transformée en capital lors de la succession, sur demande expresse de madame Béatrice Dupont. C'est ce qui explique le montant de 200 000 €. Amélie se leva brusquement. Et tu m'as menti. Pendant tout ce temps, tu m'as menti. Elle se tourna vers moi, et pour la première fois depuis que je la connaissais, elle semblait véritablement honteuse. Je ne savais pas. Je pensais vraiment que ton beau-père m'avait tout laissé au détriment de ta mère et de toi, complétai-je doucement. C'est ce qu'elle t'a raconté? Amélie hocha la tête, les larmes aux yeux. Elle m'a dit que tu avais manipulé ton père sur son lit de mort pour qu'il change son testament. Que tu avais toujours été sa préférée et que tu en avais profité pour nous déshériter. Je restais sans voix. Ainsi, c'était ça, la version que Béatrice avait servie à sa fille. Pas étonnant qu'Amélie me haïsse depuis toutes ces années. Mon père n'a jamais changé son testament, répliquai-je calmement. Ce document a été rédigé quand il a appris sa maladie, 5 ans avant sa mort. Il m'a laissé cette maison, c'est vrai, mais il a aussi prévu une compensation financière très généreuse pour Béatrice. Quant à toi? Je me tournai vers maître Bertrand, qui acquiesça et sortit un dernier document. Monsieur Dupont a également ouvert un compte d'épargne au nom de chacun de ses petits-enfants, annonça-t-il.
Des comptes bloqués jusqu'à leur majorité ou jusqu'à ce qu'ils entreprennent des études supérieures. Chaque compte a été doté de 25 000 euros. 25 000, pour chacun de mes enfants, balbutia Amélie. Oui. Ces fonds sont gérés par un tuteur désigné, en l'occurrence, Madame Marion Dupont. Je hochai la tête pour confirmer. Elle reçoit des relevés trimestriels et peut autoriser des retraits exceptionnels en cas de nécessité liée à la santé ou à l'éducation des enfants. Amélie se tourna vers moi, stupéfaite. « Tu savais ? Pour les comptes ? » Bien sûr que je savais. C'est moi qui signe les documents de gestion chaque trimestre. J'ai même ajouté un petit quelque chose pour le 4e, quand il est né. Mais, tu ne m'as jamais rien dit. J'ai essayé, répondis-je doucement. À plusieurs reprises. Tu refusais systématiquement de me parler, tu raccrochais quand j'appelais, tu me bloquais sur tous les réseaux sociaux. J'ai fini par envoyer les informations par courrier recommandé. Je n'ai jamais rien reçu, murmura Amélie, fusillant sa mère du regard. Soudain, toute la bravade s'évapora de l'attitude de ma belle-mère. Elle tenta de sourire, balbutiant des excuses à propos de malentendus et des amours familiales. Mais c'était trop tard. La vérité planait dans l'air, lourde comme la fumée après un incendie. Après le départ des agents, je ne perdis pas de temps. Je fis changer les serrures le jour même. J'emballai soigneusement les quelques affaires que ma demi-sœur avait réussi à introduire chez moi et les plaçai devant la porte. Je lui laissai une courte note polie, « Vous n'êtes pas les bienvenus ici ». Le serrurier, un homme d'une 60aine d'années au visage buriné par le temps, travaillait rapidement et efficacement. Tandis qu'il remplaçait la dernière serrure, celle de la porte du jardin, il me jeta un regard compatissant. « Des problèmes de famille, hein » dit-il en vissant la nouvelle garniture. « J'en vois plus souvent qu'on ne pourrait le croire. » J'acquiesçai sans répondre. Comment expliquer à un inconnu la complexité de ce que je venais de vivre ? Comment lui faire comprendre que pendant toutes ces années, j'avais porté le poids d'une culpabilité qui n'aurait jamais dû être mienne ? Voilà, c'est fait, annonça-t-il en me tendant un trousseau de clés brillantes. 3 exemplaires, comme demandé. Personne n'entrera chez vous sans ces clés, je vous le garantis. Je le remerciai et réglai sa facture, sentant un étrange soulagement m'envahir. Pour la première fois depuis des jours, j'avais l'impression de reprendre le contrôle de ma vie. Après son départ, je parcourus la maison, pièce par pièce, évaluant les dégâts causés par les enfants d'Amélie. La plupart étaient superficiels, des taches, des éraflures, rien qu'un peu de peinture et d'huile de coude ne pourrait réparer. D'autres nécessiteraient l'intervention de professionnels, comme la fenêtre brisée de la véranda ou le parquet rayé du salon. Mais ce n'étaient que des choses matérielles. Ce qui me préoccupait davantage, c'était la blessure émotionnelle que cette expérience avait laissée. En fin d'après-midi, alors que je nettoyais les traces de doigts sur les vitres du salon, mon téléphone sonna. C'était Amélie. J'hésitai un instant, puis décrochai. « Marion ?» Sa voix semblait petite, fragile. « Je peux te parler ? » « Je t'écoute, » répondis-je, m'efforçant de garder un ton neutre. « Je suis désolée. Vraiment désolée. Je ne savais pas, pour l'argent, pour les comptes des enfants. Maman m'a raconté tellement de mensonges que je ne sais plus ce qui est vrai. » Je soupirai. « Pourquoi m'appelles-tu, Amélie ? » J'ai besoin d'entendre ta version. De comprendre ce qui s'est vraiment passé après la mort de ton père. Je m'assis sur le rebord de la fenêtre, regardant le soleil qui commençait à décliner derrière les arbres du jardin. « Que veux-tu savoir exactement ? » Tout. La succession, l'argent, les arrangements pour les enfants. Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit directement ? J'ai essayé, répétai-je patiemment. Et tu ne voulais pas m'écouter. Tu m'as accusé d'avoir manipulé papa, d'avoir volé votre héritage. Tu as même dit à tes enfants de ne jamais m'adresser la parole. Un silence. Puis, je suis désolée. J'ai été stupide de croire tout ce que maman me disait. Ce n'était pas de la stupidité, corrigeai-je doucement. C'était de la loyauté. Elle est ta mère. Il est normal que tu l'aies cru. Mais maintenant je sais qu'elle m'a menti. Qu'elle nous a menti à tous. Et je ne sais pas quoi faire.
Je réfléchis un moment. Qu'est-ce que tu veux faire, Amélie? Je veux recommencer. Avec toi. Avec les enfants. Je veux qu'ils connaissent leur tante. Je veux qu'ils sachent que leur grand-père les aimait assez pour leur assurer un avenir. Je sentis une émotion inattendue me serrer la gorge. Pendant des années, j'avais rêvé d'avoir une vraie relation avec ma demi-sœur, d'être une tante pour ses enfants. Mais la méfiance et les mensonges de Béatrice avaient rendu cela impossible. Jusqu'à maintenant, peut-être. Ce ne sera pas facile, avertis-je. Il y a beaucoup de rancœur entre nous. Je sais, admit Amélie. Mais je veux essayer. Pour les enfants. Pour nous. D'accord, acceptai-je finalement. Mais à une condition. Laquelle? Ta mère ne mettra plus jamais les pieds dans cette maison. Un silence, puis, je comprends. Ce sera difficile à lui expliquer, mais, je comprends. Après avoir raccroché, je me sentis étrangement légère. Non pas que je fasse entièrement confiance à Amélie, il faudrait du temps pour cela. Mais pour la première fois, j'entrevoyais la possibilité d'une relation basée sur l'honnêteté plutôt que sur les manipulations de Béatrice. Ce soir-là, je décidai de reprendre une tradition que mon père et moi avions instaurée des années auparavant, dîner dans le jardin par les belles soirées d'été. J'installai une petite table sous le cerisier, allumai quelques bougies et me préparai une simple salade avec les légumes qui avaient survécu au passage des enfants d'Amélie. Assise là, respirant le parfum des roses rescapées et écoutant le chant des oiseaux qui s'apprêtaient à dormir, je sentis une paix que je n'avais pas connue depuis la mort de mon père. Cette maison était la mienne, et rien ni personne ne pourrait plus me la prendre. Ma belle-mère m'appela plusieurs fois par la suite, suppliant, menaçant, puis suppliant à nouveau. Je ne répondis pas. Je compris que parfois, la famille n'est pas une question de sang, c'est une question de respect, d'amour et de confiance, toutes des choses qu'elle avait jetées aux orties. 2 semaines plus tard, Amélie vint me rendre visite avec ses enfants. Ce fut une rencontre maladroite, hésitante. Les enfants, méfiants au début, se détendirent quand je leur montrai mon atelier d'illustration et les laissai essayer mes feutres professionnels sur de grandes feuilles de papier. Ils ne savent pas quoi penser, m'expliqua Amélie en les regardant dessiner avec concentration. Pendant des années, je leur ai dit que tu étais, eh bien, pas quelqu'un de bien. Et maintenant? Maintenant, je leur ai dit la vérité. Que j'avais été injuste envers toi. Que leur grand-père avait prévu des choses pour eux et que tu avais toujours veillé à ce que cet argent soit préservé. Ils sont trop jeunes pour comprendre tout ça, objectai-je. Peut-être. Mais ils ne sont pas trop jeunes pour apprendre que les gens peuvent changer, reconnaître leurs erreurs et essayer de faire mieux. Je hochai la tête, touché par sa sincérité. Et toi? Où en es-tu avec tout ça? Elle soupira. J'ai trouvé un appartement à Villeurbanne. Pas très grand, mais abordable. Les enfants pourront avoir chacun leur espace. C'est bien, approuvé-je. Et avec Béatrice? Son visage se ferma. Elle nie tout. Prétend que je l'ai mal comprise, que tu as manipulé les documents. Elle refuse d'admettre qu'elle a reçu cet argent. Je suis désolée, dis-je sincèrement. Ce doit être difficile pour toi. Ça l'est, admit elle. Mais en un sens, c'est aussi libérateur. Toute ma vie, j'ai essayé de lui plaire, de mériter son amour. Peut-être qu'il est temps que j'arrête d'essayer. Je lui pris maladroitement la main. Ce geste, simple mais sincère, valait plus que tous les discours du monde. Assise dans mon salon ce soir-là, entourée par le calme réconfortant de ma maison, je sentis quelque chose de nouveau, la liberté. Pas seulement vis-à-vis d'elle, mais aussi des années de manipulation et de culpabilité qu'elles avaient bâties autour de moi. La mémoire de mon père vivait toujours, et moi aussi, plus forte, plus sage et enfin, en paix. Les jours suivants, je me consacrais à la réparation de ma maison et de mon jardin. Chaque coup de pinceau, chaque plan remis en terre était comme un acte de guérison. Je n'effaçais pas simplement les traces de leur passage, je reconstruisais mon espace, je le rendais à nouveau mien. Un matin, alors que je repeignais le mur du salon, mon téléphone sonna. C'était Maître Bertrand. Madame Dupont? J'ai pensé que vous aimeriez savoir que votre belle-mère a renoncé officiellement à toute revendication sur votre propriété.
Nous avons reçu les documents signés ce matin. Elle a abandonné? Juste comme ça, m'étonnai-je. Je l'entendis sourire à l'autre bout du fil. Disons que la perspective d'une enquête approfondie sur ses finances des 3 dernières années l'a rendue particulièrement coopérative. Je le remerciai pour cette information et raccrochis, un sentiment étrange m'envahissant. Ce n'était pas vraiment de la joie, ni même du soulagement. C'était plutôt comme si une page se tournait enfin, me permettant de commencer un nouveau chapitre. Ce soir-là, je sortis sur la terrasse et levai les yeux vers les étoiles. Quelque part, j'aimais penser que mon père veillait sur moi, fier de la façon dont j'avais défendu notre maison et préservé son héritage. On a réussi, papa, murmurai-je dans la nuit. On a réussi.